Control your wealth, take the reins today. JP and Anthony will show you the way. Life insurance talk, insights to get. Secure your future, break through the chain. They're breaking it down, no need to stress. Clearing the path to your financial success. From policies to plans, they've got to know. Sharing the secrets so your wealth can grow. Alors, merci de prendre le temps de regarder le podcast. En passant, toute l'information que nous donnons aujourd'hui, c'est à titre d'information. Ce n'est pas une recommandation financière. Pour information additionnelle, on vous suggère de nous contacter personnellement pour plus d'informations, pour savoir qu'on peut vous aider de façon personnelle. Chacun de vous a des choses différentes. Alors, on veut être sûr que qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil, ça va être spécialisé pour vous. Par contre, n'oubliez pas une chose, très importante à faire uniquement avec les gens de l'Institut NSH, étant donné qu'on est vraiment l'expert dans le conseil. Bonne écoute. Et rebonjour tout le monde et bienvenue à Contrôler votre richesse financière. Moi, c'est Anthony et Jean-Pascal. bienvenue à notre émission aujourd'hui. On a une émission très spéciale aujourd'hui. On est ici avec le PDG de Berkshire Hathaway Home Services Québec, Monsieur Sacha Brosseau. Bonjour Anthony, ça va bien? Bienvenue. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Oui. Heureux de te voir également aussi. Ouais, effectivement, oui. Je récupère encore. Ouais, hein? Ouais. Alors nous, ça fait 2 ans qu'on est associés à Berkshire Hathaway Home Services Québec. Ça fait juste 2 ans? Oui. Ouais. Je pensais que ça faisait plus que 2 ans. Oui, mais vous deux, ça fait plus que 2 ans. Alors, Oui, je c'est sais. peut-être pour ça que... Mais ça, c'est pour un autre épisode. Ouais, ça, c'est ça. Ça, c'est pour un autre épisode. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean-Pascal? Parfait. Aujourd'hui, on va parler un peu nécessairement de comment on connaît Sacha, depuis quand nécessairement il fait partie de la franchise immobilière de Berkshire Hathaway Home Services Québec. On parlait bien sûr un peu nécessairement de l'immobilier au Québec en général, hein, comment ça fonctionne, comment finalement le concept bancaire infini s'est introduit à travers la plus grande franchise prestigieuse au monde. On va parler aussi, bien sûr, de tout ce qui a trait à l'immobilier, puis aussi les investisseurs en général, hein, parce que c'est important de parler de eux. Ouais. Pourquoi nécessairement Berkshire Hathaway? Pourquoi nécessairement c'est important qu'ils comprennent aussi le concept bancaire infini à travers même du concept immobilier. Fait qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Attachez-vous, ça va être intéressant. Alors, finalement, étant donné qu'on a le PDG nécessairement de Berkshire Hathaway Home Services Québec ici en présence avant nous aujourd'hui, ben, j'aimerais savoir, puis je suis sûr que l'auditeur va savoir également aussi, comment tu es venu le PDG de la compagnie? Ah, bon, ben écoute, on va prendre quelques heures. Là. Je vais vous donner l'historique au complet. C'est bon? Donc, ça fait 20 ans que je suis en immobilier et à un moment donné, j'ai décidé que je voulais plus vendre de l'immobilier. J'avais la patience pour coacher et aider les courtiers, mais j'avais aucune patience pour faire affaire avec les clients qui étaient toujours incertains dans ce qu'ils voulaient. Alors, lors de ma carrière, j'ai embarqué dans la position de directeur pour une autre compagnie immobilière que j'étais avant d'ouvrir celle-ci. Et finalement, ma carrière a fini là en étant le directeur du courtage pour tout le Canada parce que c'était une franchise canadienne. Parfait. Et plusieurs personnes de cette organisation-là, au fil des ans, quand Berkshire Hathaway Home Services a ouvert aux États-Unis en 2015, puisque nous sommes une branche directe de Berkshire Hathaway Inc., Warren Buffett étant le PDG, on n'est pas juste un affilié, on ne paye pas simplement une royauté pour une association, on fait vraiment partie de l'organisation mère. Plusieurs personnes de mon autre organisation ont fait le changement à Berkshire Hathaway et ils cherchaient quelqu'un qu'ils connaissaient, avec qui ils avaient confiance pour diriger, surtout du fait qu'on est dans la province francophone du Canada. Alors, à ce moment-là, en 2019, j'ai acquis les droits pour l'entier du Québec pour la bannière Berkshire Hathaway Home Services et puis il n'y aura aucun autre propriétaire et c'est vraiment basé, comme vous le savez très bien, sur notre culture, sur la culture que je veux propulser, si on veut, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du service. Puis, je suis fier de dire que même en dedans de 5 ans, on a été voté la 2e meilleure compagnie immobilière en 2024 à Montréal. On fait partie des 10 compagnies les plus admirées au monde. On est numéro 5 sur la liste de Fortune Magazine. Donc, ça a été un beau parcours, puis j'ai hâte de voir ce que le futur va nous amener. Et nous, on est fiers de faire partie de cette compagnie. Ben, vous êtes une partie du succès. Vous faites partie du succès qu'on a eu depuis qu'on a ouvert. Je peux pas croire que ça fait juste 2 ans. Imagine. Oh my God. Ça passe vite. Ça passe vite. Ouais, sérieux, ça passe très vite. Ça fait combien de temps que vous connaissiez? Trop longtemps. Ouais, trop longtemps. Arrêtez, pour ceux qui ne connaissent pas, Sacha le connaît depuis 20 ans. On a commencé dans des établissements dans le passé. Lui, il était DJ. Moi, par la suite, je travaillais j'avais mon propre centre de santé. Mais je travaillais aussi de temps en temps, seulement comme portier à l'occasion. Puis, sa passion de musique fait en sorte qu'on s'est
très joints ensemble. Mais non, c'était vraiment une belle amitié. Puis depuis ce temps-là, on a toujours gardé contact. Donc, Lui, il ressemble exactement comme il y a 20 ans. Moi, j'ai perdu mes cheveux, j'ai mis du poids. Je suis même pas la même personne. Lui, il est exactement pareil. pas de cheveux par contre aussi. Je- On s'est suivi, on a suivi la s'est tendance. C'est pour vous deux. Ouais, c'est ça. Tu compenses. Ouais, très bien même. Mais nous, on se connaît depuis qu'on s'est rencontrés. Ça fait, je pense que ça fait au moins 5 ou 6 ans parce qu'on s'est rencontrés un Oui. dîner ensemble. Ouais, Oui, ça fait quand même assez longtemps dans le temps que vous étiez vous-même avec votre ancienne organisation. C'est là qu'on s'est rencontrés. Mais je suis pas bon avec les dates. Moi, je suis le genre de personne que quand que je dis l'autre jour, ça peut être il y a 10 ans. J'ai pas de concept nécessairement de savoir quand je dis il y a longtemps, mais environ ça, 5-6 ans. Oui, ça fait du bon sens, 5-6 ans. Je pense que Excellent. Parfait. Fait, étant donné qu'on a un maître de l'immobilier avec nous, Ouf, c'est un gros mot ça, mais OK, je vais le prendre. Je vais l'accepter comme compliment. si on parlait maintenant un peu justement de la situation de l'immobilier au Québec en général, comment tu vois les choses de ton côté? Écoute, tu sais, une des choses dans l'immobilier que j'aime et une des choses que j'haïs, ça tombe bien là, les deux, c'est que il y a tellement de parcours que l'on peut prendre quand on parle d'immobilier. Il y a tellement de différentes options quand on parle de sujets immobiliers. Le problème, ça c'est ce que j'aime. Ce que j'haïs, c'est que ça peut toujours être vague, puis c'est une question d'opinion. Tout à fait. Ouais. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, l'immobilier est très stable. L'immobilier a toujours été quelque chose qui est un bon investissement, surtout quand on parle de résidence primaire, qu'on va parler par la suite à cause du bénéfice de pas de payer de taxes sur les gains capitaux. Oui, exact. Mais il y a aussi le fait que comparativement aux autres villes au Canada majeures, là je parle de Toronto, je parle de Vancouver et je parle de Calgary, on n'a jamais eu vraiment des hauts et des bas similaires. Et tout ça, et je sais qu'il y a des gens qui auraient une opinion différente, mais tout ça est surtout basé sur le fait qu'on est la province francophone. Ouais. Et personne ne va déménager au Québec à moins qu'il parle le français parce que sinon, ça va mal aller. Exactement. Pas comme Legault, il dit ça va bien aller, ça va mal aller. Tout à fait. Alors, tout ceci pour dire que le Québec, les seules choses qui ont pu avoir un impact sur l'immobilier, sa valeur, sa hausse de valeur, la hausse de demande, la baisse de demande, il n'y a que 3 faits. Le premier, le monde entier l'a vécu, c'était COVID. Ouais. Okay? La pandémie a eu un impact, mais elle a eu un impact ailleurs aussi, mais ici, elle a eu un impact sur la hausse des prix. Il y avait une hausse de 21% qui s'est faite en dedans d'un an et demi, ce qui n'était pas normal. Deuxième chose, c'est la situation économique. Maintenant, si le marché boursier ou la situation économique change dans le monde, tout le monde est affecté, mais nous, ça nous affecte. Et la troisième chose que je doute va revenir, c'est la peur de la séparation, parce que les 2 fois plus récentes où il y a eu une peur de séparation, il y a eu un effet immobilier qui est seulement digne pour le Québec. Exact. Mais à part de ça, comparativement aux autres provinces, on a un marché très stable. L'immobilier a toujours été un bon investissement. C'est toujours juste une question de ce qu'on achète, combien de temps qu'on est prêt à le garder et combien qu'on est prêt à investir. Tout à fait. Ça fait de sens. Alors, dis-moi, Sacha, l'immigration, Oui. comment ça peut impacter l'immobilier ici au Québec? Bien, au fait, depuis le 1er janvier 2023, le gouvernement fédéral a bloqué accès à n'importe qui de l'étranger venir acheter de l'immobilier au Canada, peu importe la province. Wow. Donc, il y a certaines restrictions à cette loi. Les restrictions sont, premièrement, l'étranger, il ou elle est marié à un Canadien, ils ont le droit d'acheter. Si il ou elle a un visa d'étudiant canadien, ils ont le droit d'acheter. S'ils ont un visa de travail pour être capable de travailler au Canada, un visa canadien, ils ont le droit d'acheter. Et s'ils ont 10% ou moins avec des parts qui n'ont pas le droit de voter avec, d'une société qui achète l'immobilier, ils ont le droit d'acheter. Tout ceci est limité à l'immobilier, résidentiel. Ils ont le droit d'acheter du commercial. Mais par contre, ils ont le droit de louer. Cette loi a été mise en place pas vraiment pour protéger l'immobilier au Québec, parce qu'à sa plus haute période, un peu moins de 5% des transactions résidentielles dans une année ont été faites pour l'étranger. C'était vraiment pour restreindre les personnes qui achètent en Ontario ou en Colombie-Britannique, où les prix ont tellement augmenté parce que les étrangers venaient puis ils étaient capables de payer plein prix ou en surenchère. Ce qui faisait en sorte que les Canadiens avaient de la misère à investir. Mais malheureusement, on est impacté parce qu'on fait partie du Canada, donc la loi est fédérale. Mais ils ont tous le droit de venir louer. OK. OK. J'imagine que ça a un impact sur la location et les tarifs aussi. Hein?
Ben écoute, je veux dire, c'est vraiment une question, quand on parle du Québec, bien sûr, il y a beaucoup de controverses vis-à-vis les prix de loyer et l'augmentation, mais en quelque part, si tu viens de l'étranger, je te permets de louer, puis ça te dérange pas de payer prix X qui est demandé, c'est sûr qu'en quelque part, ça va avoir un impact non seulement sur le nombre d'unités disponibles, mais sur le prix demandé des loyers en conséquence. Ouais. Puis on sait tous comment qu'au Canada, en général, la construction immobilière est très lente. Hein. On a trop d'immigrants pour la quantité seulement de nouvelles habitations, donc ça a un peu d'impact sur les tarifs en général. Hein. Ça a un peu d'impact. Il faut aussi comprendre qu'il y a des restrictions sur le nombre d'unités qui peuvent être construites dépendamment du secteur de la ville ou de la province. Exact. De la dernière étude que j'ai lue, il y a encore de la place pour ajouter des unités, mais c'est comme n'importe quel promoteur se dit, si je suis pour construire, quel est mon profit par porte? Parce qu'eux, ils calculent par porte. Donc, en quelque part, ça serait une plus longue conversation, mais si les maths ne font pas de bon sens, ils vont même pas s'embarquer dans le projet, peu importe les genres de programmes gouvernementaux ou municipaux qui vont leur permettre d'avoir peut-être des avantages pour faire la construction. Ils vont pas le faire. Un exemple parfait, le Blue Bonnets, qui est vide depuis je sais pas combien d'années. La Ville de Montréal a donné des grants, des sommes d'argent qu'ils promettaient s'ils étaient pour construire, puis il n'y a pas un promoteur qui s'est dit ça vaut la peine de le faire. Imagine. Ouais. Donc, en quelque part, si la personne qui fait la soupe veut pas faire la soupe, on s'en fout combien que le monde a faim. Le gars qui fait la soupe veut pas la faire, la soupe. Personne mange. Alors, il n'y aura pas de soupe. C'est vrai, c'est bien sûr. Maintenant, j'ai faim, merci. Ouais. Alors, passons en table, moi, je suis Jeff Sugo. Fait que, finalement, ce que c'est important de comprendre, finalement, c'est qu'en général, l'immobilier a les impacts, hein, surtout lorsqu'on est limité par rapport aux achats, à l'acquisition. Bon. Puis, une chose qu'on voit de plus en plus, c'est comment que la génération de nos jours, on a la misère à acheter une première propriété. Oui. On voit. Fait qu'est-ce que tu vois en général, toi, comme général, à ce niveau-là? Mais tu sais, dans mes 20 ans d'immobilier, je me rappelle une petite histoire. C'est que moi, j'ai commencé à investir personnellement dans l'immobilier quand j'étais jeune. J'avais 21 ans et j'avais mon premier condominium. Je vais pas te dire quel âge que j'ai maintenant, mais ça fait plus de 20 ans, disons, que j'ai acheté mon premier condo. Et au lieu de faire ce que la jeune génération, de ce que je vois, fait maintenant, où est-ce qu'ils dépensent sur des sorties, sur des voyages, sur du linge, ils dépensent sur tout qui leur ramène absolument rien. C'est vrai. Okay? Il y a comme aucun retour d'investissement. Ouais, c'est vrai. Et quand que tu regardes où est-ce que ces jeunes-là habitent, généralement, tu ne le verras pas parce qu'ils veulent pas montrer où est-ce qu'ils habitent, puis probablement qu'ils sont en train de louer. Donc, leur argent se dépense, mais ils ont rien en retour. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai décidé que c'était bon d'acheter à un jeune âge, de pas nécessairement acheter au plus haut de mes moyens, mais vivre dans mes moyens, où je suis rendu maintenant que j'ai une maison assez prestigieuse, avec extrêmement peu de dettes, parce que j'ai été capable de prendre avantage des gains capitaux. Exact. Je ne crois aucunement que les taux d'intérêt ont un impact quoi que ce soit. Je veux dire, on se rappelle qu'en 1980, c'était 20% pour acheter une maison. Alors, moi, je m'excuse, mais même à 5%, c'est cheap d'emprunter de l'argent. Ouais. Mais à cause que les Canadiens, et les jeunes surtout, comme on en parlait l'autre jour, ils sont en dette. Pour chaque dollar qu'ils font, ils sont en dette pour 1,80 $. OK. Exact. Bon, alors, en quelque part, la réalité est qu'ils sont pas capables de se le permettre à cause que leur style de vie, ainsi que la vie en général avec des augmentations de prix, fait en sorte qu'il y a un challenge. Donc, tout ceci pour dire, la grande majorité des jeunes qui achètent maintenant, et là, dans une période de 10 ans, le montant qui était donné par les parents, ou emprunté par les parents, ou donné durant le temps du vivant par les parents, à leurs enfants, a augmenté d'environ ce que c'était au Québec dans les bouts de 35-40 000 à plus de 80 000 qui sont obligés de donner. Ouais, c'est vrai. Et c'est de là que la majorité des jeunes acheteurs obtiennent leur argent. C'est pas nécessairement à travers des programmes comme le RAP avec le RRSP ou le First Time Home Buyers Plan où est-ce qu'ils peuvent mettre un certain montant et que le gouvernement match. Ce que le gouvernement est en train d'offrir, l'augmentation qui est donnée avec ces montants-là, n'est pas assez pour aller à l'encontre des augmentations immobilières année par année. Exact. Donc, c'est vraiment le cadeau des parents qui fait la différence. C'est vrai. Ah, imagine, parce que dans le temps, quand on parle des années 80, il n'y avait pas de programme pour premier achat de maison. Aucun. Le CELIAP, on n'avait rien de ça. Aucun. Aujourd'hui, on a ces programmes, puis les gens sont pas capables d'acheter leur première maison. Et c'est la raison pourquoi le gouvernement, en 2024, a dit d'augmenter finalement les REER, les contributions REER, jusqu'à 60 000 pour faire le RAP, tu sais. Pour faire le RAP. Pour permettre aux gens de le faire. Mais malheureusement, le problème, c'est que les gens n'économisent pas. Les gens n'économisent pas. Et les gens, moi, je trouve, et je suis très sincère quand je dis ceci,
il y a fondamentalement un manque de responsabilité dans leur tête. Ce que je veux dire par là, c'est que ils pensent que c'est plus intelligent de vivre pour le moment même que nécessairement de faire le nécessaire pour le futur. Alors, c'est toujours live in the moment. Ouais. Ça paraît que je travaille avec une compagnie anglophone, même si mon nom est Brosso. Mes termes sont plus anglophones, donc je m'excuse à tout le monde. Donc, en bout de ligne, les jeunes de nos jours, et avec toute sincérité et toute honnêteté, je pense qu'ils mettent leur valeur à la mauvaise place. Ouais. Ils sont plus intéressés de vivre dans le moment, live in the moment, que de penser plus loin. Exact. Alors pour eux, c'est important de sortir dans le plus grand restaurant, puis de dépenser, puis de me faire prendre en photo, puis d'être sur Instagram, puis que tout le monde va voir ce que je fais au moment présent, qui leur ramène absolument rien. Tout à fait. Je pense que c'est l'influence des réseaux sociaux en général. Hein. On essaie un peu de compétitionner, de se montrer, on veut vivre la grande vie, on est influencé par ce qu'on voit, fait qu'on agit de la même façon finalement. Mais finalement, on brûle un peu les bases un peu de l'investissement qui est économisant en premier lieu. Tu sais. Il y a aussi le fait qu'il faut penser, on recule en arrière maintenant, OK? On recule en 2020, 2019, 2020, vraiment 2021. Qu'est-ce qui est arrivé durant cette période? Bon, OK, on a eu la pandémie qui a affecté tout le monde. Tout le monde, Okay? oui. C'était un gros choc dans plusieurs facteurs. Non seulement immobilier, style de vie, économique. Inflation. Inflation. Alors là, on pense à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé durant le temps de la pandémie? Là, si je parle d'immobilier. Bon. Le monde a décidé d'investir une panoplie d'argent dans les maisons secondaires. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas voyager. Exact. Ils ont décidé de commander des choses pour leur maison comme des piscines, des rénovations. Essayer d'avoir un contracteur. Après le temps de la COVID, c'était presque impossible. Vous avez tous des contrats. Ouais. Tout le monde a commencé à dépenser leur argent, pour le meilleur ou pour le pire, sur leur style de vie et penser à leur investissement immobilier, pas d'un point de vue investissement, mais d'un point de vue what else am I going to do? Parce que dans leur tête, ils voyaient pas plus loin. Ouais. We're never going to travel again. On sera jamais capable de vivre ce qu'on a vécu avant. Pour eux, ils ont vu la fin. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Tout le monde est en dette. Les taux d'intérêt ont monté. Les lignes, les marges de crédit, ils n'étaient plus capables de se le permettre. Les maisons secondaires ont pris une baisse de moins 10% de la valeur en moyenne de ce qu'ils ont acheté. Ils étaient pris pour les vendre. C'est là que j'en viens avec le concept que personne ne pense plus loin. Il faut jamais penser vivre dans le moment présent. Parce que plus loin, je m'excuse, ça s'en vient. Puis le moment présent, il est bien le fun. Mais je m'excuse, il faut planifier pour plus loin. Mais je pense qu'on peut vraiment intégrer le infinite banking là-dedans. Tout à fait. Parce que, tu sais, tous les programmes, Absolument. ça revient à quoi? Économiser. Exact. Et les gens économisent pas. Pourquoi ils économisent pas? Ouais. Parce qu'on a besoin de notre argent dans notre vivant. Oui, Parce exact. qu'on veut vivre l'expérience. Alors qu'on mette dans le REER, qu'on mette dans le CELIAP pour la maison, une fois qu'on retire cet argent-là, on reste avec quoi? Ouais. Zéro? Zéro. Oui. Alors, c'est pour ça que nous, on pense que l'infinite banking peut vraiment intégrer dans le premier achat d'une maison parce que les gens peuvent économiser, mais on sait qu'il va y avoir des choses qu'on peut faire dans notre vie, qu'on a besoin de cet argent, Ouais. et on peut le retirer, on peut l'emprunter pour faire des choses. Tout à fait. Ouais. Exact. Mais c'est vrai, ce qu'en bowling, il ne faut pas oublier finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on retire de l'argent pour une mise de fonds, cet argent-là ne va pas faire d'autre argent. Exact. Jusqu'à Non. temps qu'on refinance 5 ans plus tard. Tu Exact. comprends? Fait que la clé en bowling, c'est qu'imagine la place, on vient ajouter une étape de plus, parce qu'on met l'argent du dépôt initial dans la police d'assurance vie, et à ce moment-là, on peut emprunter contre la police d'assurance vie. Cet argent-là va continuer à grandir tout le long, jusqu'au moment qu'après ça, 5 ans plus tard, avec SOA, tu peux refinancer, repayer nécessairement le prêt, puis maintenant, tu as de l'argent disponible pour le prochain achat également aussi. Et ça, la clé en bowling. Mais une chose pour vous voyez aussi, c'est qu'il faut penser ici à long terme. C'est pour ça que dans ce sens de tout temps, penser à long terme, c'est important. Right? Toujours penser à long long terme. terme. Toujours penser à long terme. Moi, les gens qui viennent puis qui me disent j'ai de l'argent pour investir dans l'immobilier puis qu'ils achètent n'importe quoi à n'importe quel prix, Ouais. t'es mieux de garder ton argent sous ton matelas parce qu'elle va te rendre plus d'argent que si tu fais ce que tu viens de dire que tu allais faire. Oui, exact. Fait que c'est une question, finalement, faut faire son calcul en premier lieu, à savoir, tu achètes un immobilier, assure-toi nécessairement que ça peut se rentabiliser à long terme. exact. Soit tu achètes de l'appréciation, ou tu achètes vraiment parce que ce jour-là, tu vas générer un revenu passif dès aujourd'hui. Pas plus tard, mais dès aujourd'hui. Il faut comprendre, il ne faut pas nécessairement en immobilier acheter quelque chose juste parce que tu es capable de te le permettre. Exact. Exact. Et c'est la grande erreur que les gens font. Surtout quand que je regarde maintenant, il y a un article qui est sorti que je pense que je vous ai envoyé hier Oui, vis-à-vis dans la presse. dans la presse, vis-à-vis les nouveaux projets, les condos qui sortent. J'ai rien contre la nouvelle construction. J'ai vécu moi-même dans une nouvelle construction pendant une période Très de ma belle vie. façon, Ouais, exact. Et j'en suis pas contre. Le problème, c'est que les jeunes, ce qu'ils font, ils se disent, il faut que j'achète de l'immobilier à tout prix. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des condominiums, dans certains cas, 400 pieds carrés.
Et dans mon temps, le plus petit condo à Montréal, c'était 850 pieds carrés. Maintenant, c'est la moitié. Exact. Et ils se disent, ah, mais non, j'ai un deal. Il n'y a pas de deal en immobilier. N'importe qui vient me dire, je veux un deal, il n'y a pas de deal en immobilier. C'est valeur marchande, puis qu'est-ce que quelqu'un est prêt à payer. Il n'y a pas de deal. Il faut arrêter de penser qu'il y a des deals. Mais ils achètent l'immeuble, mais le promoteur me donne 12 mois de frais de condo. Je veux que tout le monde reconnaisse une chose. En immobilier, au Québec, il n'y a pas de deal. Si le prix est bas, il y a une raison que le prix est bas, OK? Il n'y a pas de deal à avoir. Arrêtez-moi cette idée que vous pensez que vous savez où est-ce que les deals sont. Il n'y a pas de deal. Okay? They don't exist. Il a raison. Je pense que si quelqu'un vient me dire dans mon bureau, Sacha, donne-moi un de tes courtiers pour qu'il me trouve un deal, je vais aller sortir de mon bureau. Parce qu'il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal, OK? Il n'y a pas de deal. Pourquoi? C'est quoi qui... C'est parce que les gens sont sous cette impression qu'ils reçoivent quelque chose qui est exemplaire. Même dans les refinancements de banques ou dans les cas de faillite où est-ce que les banques doivent vendre l'immobilier, la banque ne donne pas de deal. La banque vend à la valeur marchande. Exact. Maintenant, si quelqu'un est prêt à payer plus, ben là, je m'excuse, ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer. Exact. Mais la maison sur le bloc qui est pas rénovée, qui est sur le coin où est-ce que le trafic passe plus, puis qui est à un prix moins cher, si on veut, pas cheap, mais moins cher que les autres maisons, le public se dit « Ah, mais regarde cette maison, it's a deal ». Pas un deal, elle n'est pas refaite, elle est au coin de la rue, puis il y a des autos qui passent devant tout le temps. There's no deal. Plus de rénovation probablement aussi. Il y a une raison très logique pour laquelle qu'elle ne vaut pas la même valeur que sa maison voisinante. Ça fait de sens. Ouais. Fait que cette idée de deal, oubliez le deal. Il n'y a pas de deal. donc, ceci pour dire que si on était pour investir, comme dans votre domaine, vous allez regarder vos clients, puis ils vont vous dire, moi, j'ai trouvé une compagnie dans laquelle que je veux investir. Vous êtes capable de regarder la personne puis dire, why? Oui. Exact. Mauvais investissement. Ben, je m'excuse. Ceux qui sont en train d'acheter les petits micro-condos puis qui pensent qu'ils vont être dans le marché immobilier parce qu'ils achètent n'importe quoi, puis tout d'un coup, ils vont être capables de le louer, puis tout d'un coup, quand ils arrivent pour le vendre, ils vont faire un profit. Ces jours-là n'existent plus. L'article dans la presse même le mentionne. Il y a un des promoteurs, ils n'ont pas nommé le nom, qui se disait « Ma plus grande compétition avec mes projets courants sont les anciens projets que j'ai faits dans le passé parce que la revente est moins chère, les unités sont plus grandes et j'en ai plus pour mon argent. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es spécial parce que tu as acheté un condo à 400 000 d'un promoteur avec 12 mois de frais de condo payés? Big deal. Quand tu arrives pour revendre, tu perds de l'argent considérant ta taxe de bienvenue, l'entretien que tu as payé, les taxes que tu as payées. Et les frais de condo, d'ailleurs, ne sont jamais les mêmes parce qu'une fois que l'immeuble a été habité et tout vendu, Special Assessment numéro 1, cotisation spéciale numéro 2. Là, on a un conseil d'administration, tu le sais très bien, dans un immeuble dans lequel que tu vis. Le conseil d'administration a été formé, il y a des changements qui doivent être faits, donc tes frais de condo, oups, plus 20% en dedans de 2 ans. Ouais. Il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Tant pas de deal, there's no deal. Alors, ça n'existe pas. Donc, tu sais, puis j'essaie pas d'être dramatique, mais c'est la réalité de la chose. Et les gens ne réalisent pas parce que pour eux, ils se disent, Jean-Pascal, Anthony, j'ai 50 000, moi, j'ai acheté de l'immobilier. OK. Mais vous savez, on est très axé sur l'éducation financière. Hein? Puis ça, on joue au cash flow généralement. C'est là qu'on dit aux gens, généralement, il faut comprendre une chose. Les condos, dorénavant, c'est comme la commodité de l'immobilier. Oui. Qui veut dire, maintenant, dorénavant, tu achètes un condo, tu achètes ça, oui, tu veux peut-être... C'est comme un loyer plus cher, finalement, avec plus de responsabilités. Puis la revente n'est pas trop garantie non plus. Puis tu vois de plus en plus pourquoi on fait construire des condos. Au centre de Montréal, qu'est-ce qu'on voit? Des condos. Mais parce que je veux pas juste être négatif et pointer ce qui est mauvais. mais il y a, et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de l'immobilier, il y a plusieurs routes qu'on peut prendre. C'est jamais centré. Exact. Donc, une recommandation que je peux faire, si jamais quelqu'un se dit, je veux pas les troubles d'une maison avec l'entretien d'une maison, mais je veux un condominium. C'est correct. Mais pense pas au condominium que tu peux acheter maintenant parce que tu as montant X. Étire-toi un peu plus et achète quelque chose que tu sais va avoir de la revente. Qu'est-ce qui va avoir de la revente? Un condominium de 2 chambres à coucher a beaucoup plus de potentiel de revente qu'un condominium d'une chambre à coucher. Exact. Un étage plus élevé, t'es pas obligé d'aller au penthouse, hein, faut qu'on se rende là, mais un étage plus élevé va valoir plus cher dans la revente qu'un étage inférieur. Dépense le 50-60 000 de plus, finance-le, c'est des peanuts, c'est des sous sur les dollars pour avoir le garage, parce que quand tu arrives pour revendre, quand tu as un garage, et quand que tu achètes un condominium, peu importe c'est où, OK? À moins d'avoir le penthouse de Tony Stark, parce que tout est, c'est le seul et unique produit qui existe, il faut se dire que la minute que l'on achète, minimum 3 à 5 ans avant de revendre. Minimum 3 à 5 ans avant de revendre.
Parce que ce qui arrive, c'est que un des inconvénients dans les condominiums, malheureusement, on ne peut pas s'en défaire, c'est que, et je vais le dire en anglais pour le traduire, you're only as good as the last price per square foot that's sold. Ouais. Alors, si ton gars en dessous de toi a vendu à prix par pied carré X, je m'excuse, mais pour une période de 6 à 8 mois, peu importe ce que tu as mis dans ton condominium, n'importe qui recherche et qui regarde va dire tu es basé sur le dernier prix par pied carré qui a été vendu. Donc, on regarde toujours pour avoir une plus-value 3 à 5 ans d'être propriétaire. Tandis qu'une maison unifamiliale, on peut la vendre en dedans d'un an, un an et demi, parce que c'est vraiment, si on veut, un produit unique. Oui, exactement. Ça, c'est recommandé, autrement dit. Ouais. Mais je pense que je veux revenir à le plan long terme. Toujours long terme. Parce que c'est ça pourquoi on a joint Berkshire Hathaway, parce qu'on aime le fait que Warren Buffett même pense à ça, à la valeur, des choses de valeur, penser à long terme, the Forever Company. C'est pour ça qu'on s'est joint et on pense qu'on partage les mêmes valeurs. On partage les mêmes valeurs. Mais les gens, oui, c'est important pour acheter ta première maison, mais c'est important de penser au long terme. C'est quoi que tu veux faire dans le long terme et non pas dans les prochains 5 ans. Exact. Et c'est ça le problème, que le monde pense aux 5 ans. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui au lieu de penser le long terme? Et même dans certains cas, comme on l'a dit, ils ne pensent même pas aux 5 minutes. Ouais. Ils pensent à comme non. Personne n'est capable de penser plus long. La gratification. Exact. Instantanée. Exact. C'est ça. C'est un gros problème. Exact. Fait qu'on essaie le plus possible vraiment d'indiquer les gens à penser à long terme, surtout au niveau de leurs finances aussi. Oui. Parce que veut pas, l'immobilier est un excellent pilier en termes de richesse, si on l'utilise de la bonne façon. Mais tu sais, et encore là, je ne veux pas embarquer dans une autre route trop en détail, mais quand on parle de gens, par exemple, qui sont propriétaires de plex, puis quand je parle de plex, je parle pas de duplex ou triplex, moi je te parle vraiment de ceux qui ont des immeubles de 10 unités ou plus. Parfait. Résidentiels, okay? Comme des apparts. Ouais. Quand ils arrivent pour acheter leur deuxième immeuble et qu'ils ont fait leurs choses correctes dans le sens qu'ils ont payé, là, ils sont en train de payer leur hypothèque dans l'immeuble qu'ils ont présentement, les unités sont louées, il y a un cash flow qui rentre. Ouais. La grande majorité, quand ils viennent pour acheter leur deuxième immeuble, ils sortent jamais un sou de leur poche. Exact. Ils utilisent ce qui est existant en tant que valeur dans le premier immeuble. Ils utilisent le système du poulie. Tu sais, le plus de roues dans un poulie que tu ajoutes, le moins dur que c'est de tirer la corde, dépendamment de combien est le poids de charge de l'autre côté. C'est exactement ce qu'ils font. Ils utilisent un pour financer l'autre. Il n'y a pas un sou qui sort de leur poche pour le faire. Donc, ça, encore là, planification, plan 5 à 10 ans, il n'y a pas de deal, alors on arrête d'en chercher. No deal. mais n'importe quoi n'importe quel achat immobilier, location, qui est bien placé, qui a un potentiel de valeur en tant que l'emplacement. On sait qu'il y a du développement qui se fait dans ce quartier-là, que ce soit un développement au point de vue de restaurant qui s'y amène, un développement au point de vue d'infrastructure. Saint-Henri est un exemple parfait. Oui. Dans le temps, Saint-Henri, le monde l'évitait comme la plague. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Tout le monde y habite. Oui. Alors, si on regarde ça puis qu'on investit au moment qu'on achète, dans 5-6 ans, oui, notre achat paraît comme un deal, parce que la valeur a tellement augmenté dans les années à suivre. Exactement. Mais il faut penser, comme tu le dis si bien, 5 à 10 ans de temps par la suite. C'est là qu'un courtier devient important, parce que le bon courtier peut te guider et peut te dire « achète pas ça » ou peut te dire « voici un bon investissement pour le futur ». Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que le monde d'aujourd'hui pense « je veux sauver des frais, je veux pas payer le courtier ». Mais c'est comme nous, exactement. Ouais. Alors, le monde ne veut pas utiliser des conseillers financiers. Pourquoi? Parce que ils ont des autres systèmes qu'on peut utiliser qui ont des frais moins bas, moins hauts, excuse-moi. Alors, le monde veut aller vers je le fais moi-même. Mais le problème avec ça, quand tu le fais toi-même, c'est toi qui gères les choses. Ouais. T'as pas un expert. Et je disais ça l'autre jour dans une présentation. Je disais les Olympiens qui gagnent la médaille d'or, ils ont un coach. N'est-ce pas? On voit pas des médailles d'or qui viennent, qui se font sans coach. Ouais. Alors, si tu veux vraiment des bons conseils pour acheter une bonne propriété, tu as besoin d'aller avec un courtier qui a de l'expérience, qui peut te guider. Oui, personne ne travaille gratuitement. Le monde ne travaille pas gratuit. Alors, c'est sûr qu'il y a des frais à payer, mais tu vas avoir un deal qui est mieux que no deal. Qui est mieux que no deal. Ben regarde, tu sais, n'importe quoi dans la vie, c'est toujours une question, tu payes pour ce que tu reçois. Tout à fait. Okay? Ouais. Alors là, si on regarde en général, okay? Moi, je suis pas un gars qui dépense exactement beaucoup d'argent sur certaines choses, mais moi, j'aime les montres. Ouais.
j'aime mieux dépenser une grosse somme pour avoir une bonne montre qu'être obligé de changer de montre constamment à chaque année parce qu'elle casse. Puis par le temps que je suis rendu à X nombre d'années, c'est le même montant que j'aurais pu payer dès le départ. C'est ça. C'est ça. Deuxièmement, hein, si tu vas en cours, ça c'était mon exemple qu'un de mes avocats m'a donné. Si tu veux aller en cours puis te représenter par toi-même, dans n'importe quel cas, regarde, va dans une douche remplie de personnes, prends le savon, échappe le savon, puis ça va être ton futur parce que tu as décidé de te représenter toi-même puis de te défendre par toi-même sans payer d'avocat parce que tu veux sauver de l'argent. Sauver de l'argent. Ben, welcome to your future. Ou tu vas embaucher quelqu'un qui est capable de t'aider, te guider, puis sais-tu quoi, va te sauver la vie. Exactement. Bon, ben, tu sais quoi, quand ça vient aux finances, quand ça vient à l'immobilier, t'es mieux de payer quelqu'un qui sait ce qu'il fait parce que si tu avais toutes les réponses, tu l'aurais déjà fait. Exactement, c'est ça. Faut prendre le temps seulement d'apprendre les experts à Gamoncy. Pourquoi? Parce qu'ils ont été établis, ils ont été éduqués seulement pour comprendre finalement les affinités puis comprendre les distinctions qu'il peut y avoir soit au niveau du marché ou au niveau des finances. Donc, c'est important de prendre avantage finalement d'être bien conseillé à ce niveau-là. Ouais. Surtout dans le bon partie des cas, l'immobilier, c'est le plus gros actif qu'il peut avoir. T'sais. On dit actif, en gros mot, ça dépend toujours de la rentabilité, mais c'est quand même le plus gros actif que les gens achètent. Exact. Donc, c'est important seulement qu'il soit bien représenté, qu'il soit bien conseillé, puis surtout également aussi pour comprendre c'est quoi l'affinité à long terme aussi. Ouais. C'est ça. Et il faut comprendre que c'est une question de relation. Oui. Tu sais, pour que la confiance s'établisse, il faut qu'il y ait une relation entre les individus. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Tout dans la vie prend du temps. Ça revient encore à notre exemple. Oh, they want now. Ils veulent que ce soit dans le moment présent. Ce concept de now, ma prédiction, ça se peut que j'ai tort, ma prédiction, c'est que ça va vraiment partir de la mentalité des gens dans les années qui suivent parce qu'ils vont réaliser qu'ils doivent penser plus loin que le maintenant parce qu'ils ne seront plus capables de se le permettre financièrement de vivre dans le moment. Oui, très bien dit. Très bien dit. Et finalement, ça me fait penser beaucoup finalement à les valeurs que la compagnie Berkshire Hathaway offre puis qu'est-ce qu'on a à offrir. Je trouvais qu'il y avait comme une belle synergie. Superbe synergie. Pas juste une belle, mais une superbe synergie. Parce que je pense que l'immobilier est un investissement et avoir des experts de l'investissement faisant partie de la même famille, c'est vraiment qu'on est en train d'offrir un service complet parce que c'est pas juste pour nos clients de l'immobilier. Quand je dis nos clients, je devrais dire plus les clients de mes courtiers parce que moi, je vends pas. Mon manque de cheveux a fait en sorte que j'ai assez vendu. Maintenant, je suis plus dans le domaine de la vente. Mais que mes courtiers sont capables de dire à leurs clients, on est capable d'offrir ce service. Exact. Mais autant pour vos clients qui cherchent un bon investissement à faire avec l'argent que vous leur faites à travers de vos programmes, incluant le Infinite Banking, vous avez les courtiers de notre agence parce que vous êtes capable de leur dire, voici un bon investissement pour faire croître votre portfolio, qui est l'immobilier. Tout à fait, oui. Parce qu'on croit beaucoup nécessairement qu'en bout de ligne, la clé, c'est créer le revenu passif. Fait que l'immobilier étant nécessairement un des meilleurs véhicules à utiliser, pour nous, on dit à nos clients, regardez, mettez votre capital nécessairement de réserve dans la police d'assurance vie. Une fois que vous avez accès par la suite, vous pouvez l'utiliser nécessairement pour financer soit un achat immobilier, soit pour financer également aussi acheter une compagnie ou peu importe. Peut-être privé, mais l'importance par rapport à ça, c'est qu'une fois seulement que le capital va commencer à grandir, ben ils savent que tout ce qui est entrée aux gestion de patrimoine est pris en charge, voyez-vous. Ça, c'est une chose importante, parce que tant que les gens achètent l'immobilier à long terme, ça fait, mettons, 15 ans, 20 ans, 30 ans que les propriétaires sont de l'immobilier, puis qu'il y a un décès au niveau des propriétaires, qu'est-ce qui arrive généralement? Il y a des gains capitaux. Exact, oui. Puis la question, c'est qui va payer nécessairement les gains capitaux sur une propriétaire à $1 million? Souvent, les gens prennent pas le temps de planifier ça. Tu sais. Exact, exact. Et il y a tellement de lois et de règles et d'exceptions à la règle quand que ça vient, surtout quand on parle d'un décès et que la personne hérite. Est-ce que c'était une propriété primaire, voulant dire que la personne qui a décédé y habitait comme propriété primaire, c'est leur résidence, primaire, je devrais dire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de taxe à payer. Mais c'est quand on parle d'un chalet. Le chalet, c'est une résidence secondaire. Alors, la résidence secondaire va être sujet à 25% des gains capitaux qui doivent être payés une fois que la succession la vend. Mais il y a tellement de règles, il y a tellement de façons de s'en défaire. Et le problème maintenant que je trouve personnellement, là, je donne une opinion. Okay? Et puis, vous savez, mon opinion, il n'y a pas de deal. OK, alors, tout ceci pour dire, quand que je donne mon opinion, elle est basée sur ce que je vois. C'est ça. Les gens se croient informés, mais ils n'ont pas les bonnes sources pour aller chercher l'information. Combien de fois est-ce que j'ai vu des gens dire sur TikTok, j'ai vu ci, sur Instagram, j'ai vu ça, mais la minute que tu essaies de faire de la recherche sur ce qu'ils disent ou croient avoir pris en conscience être vrai, tu réalises par la suite, oups, pas vrai du tout. Oui, exact. Alors, cette idée que
I'm gonna be self-taught parce que j'ai regardé des YouTube, parce que j'ai regardé des médias sociaux, parce que j'ai fait une petite recherche Google, puis tout d'un coup, je suis un expert. Puis en Il passant- faut avoir quelqu'un. ChatGPT, c'est pas une référence en passant. Non, ChatGPT, tu sais, cette idée, moi je fais une petite parenthèse, cette idée de l'intelligence artificielle, il Ouais. y a personne qui a vu Terminator, hein? Il y a personne qui a vu The Matrix, il y a personne qui a vu qu'il s'est rien passé de positif une fois que tout a été créé. Ça, c'était ma parenthèse. Ouais. Mais tout ceci pour dire que c'est là l'importance d'être avec une personne de vive voix. Et la relation qu'on parlait tout à l'heure, c'est la relation de confiance. Parce que les gens maintenant sont paresseux. Les gens maintenant veulent tout pour un effort minimum. Non seulement qu'ils le veulent tout de suite, comme tu le disais si bien, mais ils veulent tout de suite sans mettre d'effort. Oui. Ouais. Mais c'est là qu'ils perdent de l'argent, c'est là qu'ils perdent du temps, c'est là qu'ils perdent des opportunités. Donc, l'éducation, avant tout, est primordiale. Et l'éducation se fait avec une personne qui s'y connaît. Et c'est de là qu'on est là pour servir les gens. Mais Et c'est leur, bien leur que tu dis donner ça. l'éducation. C'est bien que tu dis ça parce que Warren Buffett, lui, il a jamais fait des achats qui sont juste pour maintenant. Non. Ou pour faire instant gratification. Il a toujours regardé pour des achats qui sont de bonne valeur. Ouais. Et nous, on pense, dans la planification financière, c'est important d'avoir de la bonne valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la valeur? Ça veut dire le long terme. Et la planification de biens immobiliers, ça doit être pour le long terme. C'est pas on vient juste de le parler. Sacha vient juste de le dire. On doit penser de long terme. Nous aussi, dans le cas de Infinite Banking, c'est jamais pour aujourd'hui ou demain. C'est pour la planification à long terme parce que également on a parlé au décès. Qu'est-ce qui va arriver au décès? Ouais. Alors, on peut dire que l'Infinite Banking, c'est vraiment la base. C'est un autre bien. Alors, on a le bien immobilier et on a l'autre bien dans l'Infinite Banking qui vient nous aider Ouais. à bien combler les deux ensemble. Mais votre Infinite Banking, une chose qui est importante pour vos clients de savoir, et c'est pour ça que c'est un bon programme dans lequel s'inscrire, que vous les amenez à découvrir exactement c'est quoi, c'est qu'on oublie toujours l'importance de la liquidité. Exactement. Et je vais vous donner un exemple présent, moderne, que probablement les gens ne sont pas au courant parce qu'ils vont regarder juste les grandes lignes, mais quand on rentre en détail. Elon Musk, pas nécessairement une personne que j'aime trop, mais ça c'est un goût personnel, OK? C'est une opinion personnelle. Mais Elon Musk, pour le meilleur ou pour le pire, une personne très intelligente, je dois l'avouer, peu importe qu'on aime les politiques ou non, une personne très intelligente. D'une valeur, je cite les nouvelles et je cite WealthX, d'une valeur d'au-delà de 300 billions. Ouais. Warren Buffett, présentement, et ça varie tout le temps dépendamment, d'une valeur d'environ 190 billions, et ça se peut que je me trompe, que ça soit 200 000, donc je m'excuse si je n'ai pas le bon Ça chiffre. change dépendamment de la valuation Exactement. des actifs. Là. Par contre, si j'étais pour aller à Warren Buffett présentement et dire « Warren, j'ai besoin d'emprunter 70 billions », il est sous la capacité financière de liquidité d'aller chercher le 70 billions. Oui. Elon Musk ne vaut uniquement que ce que ses parts dans ses compagnies valent. Exact. Et il n'a aucune liquidité dans ses poches. Exact. Donc, sa valeur peut fluctuer beaucoup plus grandement avec plus de changements que Warren Buffett parce que lui, il est aux dépens du public. Oui. Warren Buffett a une liquidité. Alors vous, votre Infinite Banking, c'est exactement la même chose. La liquidité est présente. La liquidité elle est tactile, vous pouvez la toucher. Ils peuvent prendre l'argent pour que ce soit de prendre soin d'une succession, que ce soit pour une planification, pour un investissement. Il y a quelque chose qu'ils sont capables de prendre au moment même. C'est pas dans les airs ou comme on dit présentement, in the cloud. Et on espère qu'en quelque part, cette valeur existe. La valeur est réelle, elle existe. Vous pouvez la prendre. Alors, c'est là que quand on parle de Warren Buffett, oui, c'est un exemple parfait dans sa stratégie d'investissement, mais d'une façon plus importante, il comprend la différence entre garder une portion liquide, Oui, exactement. disponible. Puis ça, tu as pas de bon point, parce que les gens, des fois, pensent pas toujours à la façon que Warren Buffett lui-même a créé sa richesse. Puis qu'est-ce que les gens savent pas, si tu retournes en arrière, après 1965, il a fait l'acquisition de Berkshire Hathaway, à ce moment-là, c'est qu'il a fait l'acquisition d'une compagnie d'assurance-vie, en 1967. Puis qu'est-ce qui est bien, il a compris finalement que la compagnie d'assurance vie est capable d'amener 17 millions seulement de ce qu'on appelle le float, en la réserve de capital qu'on va garder de côté pour payer des primes finalement en cas de réclamation. Il s'est dit, OK, si je peux seulement emprunter à partir seulement de la float, de la réserve, à 3%, prendre cet argent-là, l'investir dans une compagnie seulement avec du succès, qui a une grande valeur à long terme, comme Coca-Cola, comme Geico, comme, Gillette et compagnie,
qui va emporter un retour de 13-14% chaque année, il peut faire de l'argent sur la différence. Exact. Tu vois? Là, maintenant, il est parti finalement de 167 à une float de 17 millions de dollars. Puis tu regardes aujourd'hui même, puis on peut demander à ChatGPT pour vérifier s'il faut, mais il est présentement en bas de 170 milliards de dollars de float. Donc, d'argent de réserve disponible pour lui. En plus de ça, comme tu sais, Warren Buffett est assis présentement à plus de 300 milliards de dollars en réserve cash pour une opportunité de quelconque. Tu vois? Ouais. Fait que l'importance de la liquidité est très, très importante. Et c'est pour ça qu'il est capable finalement de venir financer une opportunité tant qu'à sa présence. That's it. Donc, c'est important finalement de joindre un peu les deux ensemble. Exact. L'assurance et l'investissement. Exact. Exactement. Exact. Ouais. Mais les gens, malheureusement, ils prennent cette idée de ce que Elon fait, qui est pas mauvaise, je comprends, mais si je jouais avec 300 quelques billions, peut-être que j'aurais cette mentalité-là, je sais pas moi. Mais eux, dans leur tête, ils oublient tout ce qui a été fait pour que ces gens se rendent là. Ils sont, je peux emprunter de l'argent, on s'en fout combien pour laquelle que j'emprunte, je fais un investissement, tout va bien marcher en bout de ligne. Non, it's not going to. Mets un peu plus d'intelligence dans ce que tu penses. Ça vient à ce que Charlie Munger disait, margin of safety. That's right. Une marge de sécurité, c'est That's important right. finalement. Mais l'autre chose que le monde ne sait pas, c'est que Elon Musk est rendu là, mais on parle pas des comment je peux dire, des faux qu'il a fait. Ouais. Ou des choses qui a pas fonctionné. qui ont fonctionné. Ouais. Et pour qu'il se rende où il est aujourd'hui, Oh, oui, il y a of course. eu beaucoup de problèmes pour y Ouais. arriver. Maintenant, on peut dire, oui, il y a beaucoup de succès. Ouais. Mais tout le monde, qu'est-ce que je veux dire à chaque personne, c'est que qu'est-ce que quelqu'un fait, qu'est-ce que toi t'as fait, qu'est-ce que Jean-Pascal a fait, va jamais se reproduire pour moi. Ouais. Parce que lui, il l'a fait d'une façon, lui, il l'a fait d'une autre Exact. façon. Oui, il y a de l'expérience, il l'a peut-être fait, mais ça va pas arriver le même résultat va pas arriver à moi. Exact. Alors, c'est important de savoir que chaque personne a leur chemin. Oui, on peut écouter l'expertise de Elon Musk ou de Warren Buffett, mais toi, tu dois faire ton chemin Ouais. avec un bon coach. Mon père m'a toujours dit, tu dois prendre l'avis de tout le monde, mais c'est à toi de rejeter ou accepter les morceaux d'avis que tu reçois. Alors, quelqu'un peut te donner un avis spectaculaire et tu te dis, oh my God, this is the best piece of advice I ever got. Exact. Mais en quelque part, il y en a d'autres qui vont avoir des opinions. Peut-être que t'en prends, t'en laisses, mais c'est toi qui prends la décision de ce que tu prends et ce que tu laisses. Exact. Mais au moins, tu as pris le temps d'aller chercher l'opinion. Ouais. Tu t'es pas assis devant un miroir puis tu t'es dit, moi, je sais mieux que l'autre. Non, prends. Et d'ailleurs, mes courtiers, quand que je les coach, je ne dis jamais, puis ta femme, d'ailleurs, est une de nos courtières, elle est très bonne. Quand que je parle à elle, je suis pas en train de lui dire, sois comme cette personne-ci, Exact. sois comme l'autre courtier, sois toi-même. Oui. Ouais. Maintenant, take what I give you, release what I give you, c'est à toi de décider pour ta business. Mais tu es une entité. Alors, la même chose dans l'investissement. Moi, j'ai une stratégie d'investissement qui est différente que la tienne. J'en ai une probablement, comme tu as si bien dit, différente de Jay. Mais je pense que le message, en quelque part, pour pas faire confusion à qui que ce soit, il faut commencer, et le moment de commencer est maintenant. Toujours. Parce que dans 5 ans, de dire, il y a 5 ans, tu as entendu dire, mais tu n'as rien fait, Ouais. je m'excuse, tu as perdu 5 ans. Ouais, Ouais. Tout une question d'exécution. ouais. Tu sais, tout est une question d'exécution. Puis combien tu as perdu dans les 5 ans que tu t'es assis à rien faire et à penser et à songer? Ouais. À un moment donné, tu peux aller à l'école pendant autant d'années que tu veux, mais le loyer, il faut qu'il se paye. Hein? Fait que, être étudiant, je comprends, là, but a perpetual student, ça vaut rien. C'est pas payant. C'est pas payant. Alors, c'était bien, Sacha, qu'est-ce que tu viens de dire. Alors, on va juste retourner sur qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui dans notre conversation. Alors, Jay, si tu veux juste faire un sommaire. Tout à fait. Puis on a parlé un peu de l'immobilier au Québec en général, comment c'est très, très stable, dû au fait comme quoi qu'il n'y a pas autant de changements au niveau du marché. C'est quand même un marché qui est très stable. On a parlé un peu aussi de l'immobilier puis l'immigration, l'impact que ça peut avoir ou ne pas avoir aussi à cause du fait qu'il y a des limites à ce qu'il peut faire. On a parlé bien sûr de l'importance de tout ce qui est liquidité, de prendre le temps de parler à des experts en immobilier, prendre le temps de penser à des experts en investissement aussi, et puis bien sûr de toujours penser à long terme. Je pense que c'est un peu la clé, puis le message que Warren Buffett disait souvent. En passant, c'est quoi la citation que Warren Buffett disait? Tu sais, il y en a une, je m'excuse si je vais complètement la détruire dans ma traduction française. C'est correct. Mais en anglais, Warren Buffett a dit « Someone is sitting in the shade because someone planted a tree a long time ago ». Donc, si j'étais pour la traduire dans les paroles exactes, quelqu'un est maintenant assis dans l'ombre parce qu'il y a longtemps, quelqu'un a planté un arbre. Ouais. Et je pense que ça revient au point qu'on amenait puis qu'on a répété souvent, c'est que les gens pensent trop maintenant. Ouais. Et dans une stratégie d'investissement, de tout faire maintenant dans la peur qu'on ne va pas être capable de le faire plus tard, ben je m'excuse, mais plus tard, il faut vivre. Ouais. La banque RBC a sorti un rapport disant comme quoi que une personne doit avoir dans les alentours de 1,6 million de liquidités
quelconque pour être capable de prendre leur retraite. Ouais. Ben, si le 1,6 million de liquidité se fait dépenser dans des bouteilles de champagne, dans des restaurants, sur du linge, avec rien qui reste pour plus tard, les temps sont durs Ouais. plus tard. Exact. Alors, merci Sacha pour être là aujourd'hui. Ben, C'était merci à tellement vous. fun. On a eu beaucoup de plaisir. Ça fait un honneur de te Merci, recevoir. hein? Merci. Merci. Alors, sur votre cheminement d'investir, si vous voulez des experts sur le côté immobilier, mais on a quelqu'un pour vous. Et sur le côté investissement, moi et Jean-Pascal, on est là à vous aider à Contrôlez votre richesse. Control your wealth, take the reins today.